Alors d'abord, que représente la démocratie et ensuite la démocratie sanitaire? Ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on a un réflexe premier, c'est de dire à la démocratie, c'est l'expression du peuple. Et on est immédiatement dans la gestion du pouvoir. Avec Winston Churchill, c'est le système politique le moins mauvais. Et on s'aperçoit que ceci a rapidement ses limites, puisque l'on voit bien que le vrai problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le discrédit de l'élite politique, c'est le discrédit de la parole publique, et que l'on s'aperçoit que la légitimité de l'élection, qui était au cœur même de la démocratie, est aujourd'hui, par un changement brutal de culture et de perception de l'opinion, est en train de nourrir la légitimité des contestations. Et que la vraie question aujourd'hui, c'est la qualité, la solidité et la pérennité des décisions publiques, par l'instabilité des acteurs, soit par une instabilité conceptuelle ou idéologique, et c'est la fin des idéologies, ou soit au contraire par l'instabilité de l'opinion qui a tendance à récuser tout cela. Et l'on voit bien que nous devons, notamment au travers de ce type de colloque, revenir aux causes et non pas aux intérêts. Parce que très souvent, depuis qu'on a considéré que l'homme politique était devenu un produit de consommation, avec des campagnes de séduction, l'on voit bien que la classe politique qui cherchait à obtenir sa légitimité de décider pour tous par un parcours qui aboutissait à un vote dit démocratique, eh bien on s'aperçoit que très naturellement, la conquête du pouvoir l'a emporté sur un pouvoir au service d'un projet. Et que très naturellement, on en est arrivé à souvent préférer la conquête d'un électeur, même si on perdait un citoyen. Or, ce qui est en cause dans la santé, dans la retraite, dans les affaires familiales, c'est l'esprit qui a prévalu après la guerre de 1945, c'est quels sont les contrats collectifs que nous devons mettre en place pour faire en sorte que la force du collectif assure la force de l'individu et la force de l'État. Et que, très naturellement, insidieusement, on a laissé dériver un certain nombre de principes qui ont été déchirés sur les combats d'intérêts. Or, ce qui est sacré en démocratie, ce sont les valeurs et non pas les mécanismes. Et très souvent, sous couvert de démocratie, on débat sur les intérêts ou sur les conséquences électorales des décisions à prendre et non pas sur les principes qui doivent guider les causes d'intérêt général. Et donc, nous devons être attentifs lorsqu'on parle de démocratie. Qu'est-ce qui transcende les peuples? Ce sont l'adhésion aux causes. Qu'est-ce qui les déchire? C'est la défense des intérêts. Et notamment dans le domaine de la santé, on a oublié qu'après la guerre 1945, on ne remboursait pas les soins. On prenait, au nom de la solidarité dite de la sécurité sociale, les conséquences d'un parcours qui ne pouvait plus être ouvrier, agriculteur, parce que la personne était malade, et on ne remboursait pas les soins. Le remboursement des soins est arrivé bien longtemps après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, et c'est le remboursement des soins qui l'emporte par rapport à la prise en charge d'une rupture de salaire, etc., etc. Et donc, on a valorisé l'offre des soins, donc l'offre des professionnels, au détriment, par contre, de l'intérêt du patient et de l'intérêt du malade. Et que très naturellement, sous couvert d'un drapeau que l'on veut vertueux, avec un espèce de cache-sexe qui rend moralement insupportable la contestation de cette position, en réalité, on camoufle la défense de ses intérêts sous le couvert d'une vertu démocratique. Et nous devons revenir aux principes de base. Qu'est-ce qui est en cause et quels sont les principes? Et je suis ravi que votre colloque intervienne au moment où l'on voit par des professionnels la demande d'un débat, mais en même temps, le Parlement, tous les ans, vote une loi de financement de la sécurité sociale. Il est essentiel qu'au moment où notre pays débat des retraites, ce n'est pas le débat des retraites qui est important. C'est les liens générationnels entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Le taux de croissance faible que nous allons connaître pendant 10 ans fait que, évidemment, le travail ne pourra pas financer la retraite et la santé et la famille. Et donc, il est temps de revenir aux principes qui doivent guider la construction d'un pacte collectif. Sinon, au niveau des retraites, vous aurez un conflit d'intérêts entre les jeunes qui croient qu'ils ne percevront jamais de retraite et qui diront « moi, en tant que jeune, je ne vois pas pourquoi je paye pour les vieux ». Et s'il n'y a pas une confiance dans les principes et la solidité du système de protection sociale, les gens diront « je ne vois pas pourquoi, en tant que bien portant, je paierai pour ceux qui sont malades ».
Et l'on a même les débats que l'on voit apparaître dans un certain nombre de pays, de se dire jusqu'où doit-on aller dans la prise en soin, notamment des derniers mois de vie, avec un bilan comptable qui consiste à dire combien coûtent les traitements de médicaments extrêmement onéreux par rapport à l'allongement d'1 ou 2 mois. Et donc, on décide d'arrêter la prise en charge. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une nécessité de distanciation, de recul, pour pouvoir se dire quels sont les principes auxquels nous devons absolument croire, mettre en avant pour construire ou reconstruire ce système de sécurité sociale qui apparaît aujourd'hui dans tous les débats comme extrêmement comptable, comme extrêmement la défense d'un système, c'est-à-dire qu'on accuse les mutuelles et les complémentaires de rendre inéquitable l'accès aux soins, ce qui est peut-être fait, mais on ne se pose pas la question de savoir que s'il y a des mutuelles et des complémentaires, c'est peut-être par défaillance d'un système de prise en charge du système général. La question, c'est combien voulons-nous aussi consacrer, en termes de richesse, à un système de santé. Et là, on doit revenir sur les principes qui doivent guider les dépenses et les principes qui doivent guider les recettes. Et dans cette affaire, on voit bien qu'un des éléments nouveaux qui est apparu dans notre société, c'est que quand la société est déboussolée, elle s'interroge d'ailleurs, est-ce que la compétitivité, le déclassement, la diminution de l'Europe dans le monde, est-ce que tout compte fait, il y a un avenir pour nos systèmes de solidarité auxquels moi je crois, parce que d'abord j'en suis un consommateur potentiel, mais ensuite peut-être parce que très souvent, on a oublié la dimension citoyenne de ce système. Ce qui est beau, c'est pas de savoir que quand je serai malade, je serai pris en charge à 100% et peut-être un peu mieux que mes copains anglais ou allemands. C'est quelle chance j'ai d'être dans un pays qui fait que quand je suis bien portant, je paye pour qu'on en soigne celles et ceux qui malheureusement sont frappés par une maladie. Et quelle chance j'ai, milliardaire ou clochard, de ne pas m'interroger pour savoir si ma carte bancaire a payé la dernière facture de l'hôpital ou pas, pour pouvoir être prise en charge. Et donc, nous devons réhabiliter le sens de l'impôt, réhabiliter le sens de l'engagement collectif. Et ça passe par une démocratie sanitaire qui a pour but non pas de faire un équilibre des pouvoirs, mais de responsabiliser chacun des acteurs, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient gestionnaires de la santé et qu'ils soient acteurs en tant que clients de la santé. Pourquoi je dis cela ? Parce que nous avons une dérive extrêmement dangereuse qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation, qui fait que nos concitoyens, et nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous ne sommes plus citoyens défenseurs d'un système de santé auquel on croit, nous sommes consommateurs de la République. Moi, je veux qu'on me soigne comme les autres. Et quand je vais aux urgences, même si quelqu'un est plus gravement atteint que moi, je souhaite être prioritaire, etc. Je veux que le médecin s'occupe de moi. Je suis au centre. Eh bien non. Nous devons être acteurs responsables. Et aujourd'hui, quand il y a des examens inutiles, mais que j'ai envie d'y aller parce que j'ai peur et que je n'y vais pas pour me soigner, mais peur parce que j'ai peur de tomber malade, nous devons aujourd'hui nous interroger sur, non pas les parcours professionnels qui aujourd'hui fait qu'entre on est à la chasse aux ordonnances pour avoir un train de vie tout à fait intéressant, on doit être sur la pertinence du parcours, sur l'égalité du parcours. Y a-t-il une égalité de l'offre en termes de qualité sur l'ensemble du territoire ? La réponse est non. Quand on me dit qu'il y a aujourd'hui 50% des examens radiologiques en trop et que nous passons, parce qu'un manque d'investissement, sur une augmentation qualitative de l'aide à la décision du praticien, est-ce qu'on est en train de défendre le système ou est-ce qu'on permet au système de s'adapter à la société et d'offrir une pertinence de soins à l'ensemble de nos patients ? Donc aujourd'hui, la démocratie sanitaire, si c'est pour défendre des intérêts, c'est la pire des choses. Si c'est pour permettre à chacun de se responsabiliser pour reconstruire un système basé sur des principes d'équité, de solidarité intergénérationnelle et de solidarité entre les patients, entre les malades et ceux qui n'y sont pas, avec une transparence totale. On ne peut pas dire, quand on est praticien, je suis libéral, mais j'ai le droit à avoir un chèque en blanc sur la sécurité sociale. Si on tire ses revenus de l'argent public, on fait partie du service public. En tant que patient, je ne peux pas considérer la Sécu comme une épicerie avec guichet ouvert. Et je veux avoir accès à tous les soins quand ça me plaît. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, ma responsabilité, c'est quand les médicaments sont performants, si je ne me soigne pas, on s'aperçoit que. Bon. Donc, il y a un moment où la crise est aujourd'hui parfaitement opportune. La crise permettra de remettre à plat
toute une série de dysfonctionnements qui fait que nous avons été tous les uns et les autres complices. On a trop construit d'offres hospitalières à un moment donné où les technologies et les parcours de santé fait qu'on a peut-être moins de besoin de parcours hospitaliers. Mais chacun voulait son service et chacun voulait préserver sa position, sa structure et son intérêt. Et l'on voit bien que les élus ont du mal à imaginer la fermeture d'une structure, même si elle est dangereuse sur l'offre de soins, parce qu'on considère l'hôpital comme un facteur d'emploi, comme un poids électoral, etc., etc. Nous devons aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de dépenser de façon inutile, à un moment où, sur le plan du monde entier, quand on regarde ce qui se passe en Chine, la Chine va devoir aujourd'hui mettre en place un système de retraite et un système de santé et de prise en charge. L'ensemble des pays, quand on regarde sur 20 ou 25 ans les besoins de PIB que les pays vont devoir consacrer à la mise en place d'un système de santé, à la mise en place d'un système de retraite, l'offre de santé française peut, au niveau d'une économie d'offre de santé, connaître des expansions tout à fait remarquables. Nous ne sommes plus dans une économie industrielle, nous sommes dans une économie de services. Et l'économie de la santé doit être au cœur de nos préoccupations, avec le soutien à des chercheurs qui, quand on regarde Gustave Roussy, c'est aujourd'hui une des plus belles équipes du monde. On voit bien que donc, quand on regarde la sécurité de l'accompagnement et de la prise en charge des patients, c'est assez fabuleux sur le plan des urgences, sur le plan des parcours. Et donc, les pays dans lesquels on va pouvoir voyager sans risque terroriste deviennent de plus en plus rares, mais les pays dans lesquels on va être pris en charge de façon la plus remarquable possible sont aussi de plus en plus rares, et la France fait partie de cela. Donc nous devons, au niveau d'une communauté d'intérêt, d'une communauté de destin, avec un intérêt général, permettre, dans une démocratie sanitaire, à l'ensemble de celles et ceux qui sont concernés de se sentir responsables et d'associer les gestionnaires, les praticiens, les patients. Non pas dans un souci d'opposition, dans un souci de transparence, parce qu'un autre principe de la démocratie, c'est tout pouvoir doit avoir un contre-pouvoir. Il ne s'agit pas de dire que la parole du patient est systématiquement infaillible et doit être vérité biblique, de même que la parole du médecin ou la parole du gestionnaire. C'est au contraire la confrontation au service d'une amélioration de la qualité qui doit permettre de pouvoir effectivement améliorer le résultat. L'autre principe, c'est la transparence, c'est le droit à l'erreur. Très souvent, en tant que médiateur de la République, j'étais effrayé de voir que quand une erreur arrivait dans un service, eh bien, syndicalement, on ne pouvait pas la dénoncer parce qu'on trahissait ses copains, qu'au niveau de la cotation de l'hôpital, il fallait camoufler tout cela pour ne pas être gêné dans sa carrière de directeur ou dans l'impact médiatique, et le patient était confronté à une espèce d'omerta qui fait que revendiquons le droit à l'erreur, comme dans les accidents d'avion, pour pouvoir analyser cette erreur et améliorer le service. Par contre, condamnons la faute. La faute est absolument impardonnable, l'erreur est formidablement exploitable. Et c'est là où, dans une démocratie sanitaire, et quand on met en place non pas des confrontations, mais des réunions autour d'un intérêt général qui nous dépasse, c'est évidemment un élément déterminant pour améliorer la qualité et l'épanouissement de la pratique professionnelle pour les acteurs, de favoriser l'optimisation des dépenses et des ressources pour les gestionnaires et d'apporter une sécurisation dans l'offre de soins pour quelqu'un qui peut en subir, et à condition de privilégier le parcours du patient plutôt que l'intérêt d'un parcours de professionnel. Je crois qu'on n'est pas à la fin d'une époque, on est en métamorphose. C'est-à-dire que la société, dans 4 ou 5 ans, n'aura plus rien à voir. Et on voit bien que le maintien à domicile, par la domotique, par les nouvelles technologies, va complètement changer de nature, et que, bien évidemment, ce qui est important, ce n'est pas de mettre les personnes âgées dans des maisons de retraite pour y finir leur vieux jour, c'est comment peut-être à partir de la maison de retraite, par un système de surveillance, on peut maintenir le plus longtemps possible une personne pour vivre et mourir à domicile. C'est quand même très paradoxal que quand on interroge les gens, une large majorité dit « je veux mourir chez moi », et quand on interroge l'environnement le plus proche, l'inquiétude de ne pas être à la hauteur de la maîtrise de la souffrance, de la douleur, c'est de dire je place mon papa et ma maman à l'hôpital parce que je me sens dans l'incapacité d'eux. Donc on voit bien qu'on est dans un moment de paradoxe tout à fait important. Et quand on est dans une société verticale, le pouvoir contrôle. Nous rentrons dans une société horizontale et là, le pouvoir doit réguler.
Et donc l'on doit passer du contrôle qui satisfait celui qui contrôle parce qu'il a la faculté de prononcer l'interdit, la sanction, etc., à peut-être une moindre satisfaction des égaux, mais une valorisation beaucoup plus forte parce que c'est dans la régulation. Donc ça veut dire la capacité d'innover, de créer. Mais dans une société en métamorphose, toute création et toute innovation vient perturber le système. Donc aujourd'hui, ceux qui ont peur de l'évolution, c'est les gens du système. Et donc nous devons être attentifs à ce que la démocratie, le dialogue, puisse nourrir ce changement et non pas le freiner. Or, c'est d'autant plus important, cette démocratie sanitaire, que quand on est en métamorphose, l'accompagnement du changement est aussi important que le cap du changement. Et que l'accompagnement du changement ne peut pas se faire dans le conflit d'intérêts, conflit des acteurs, mais dans le dialogue. Je crois qu'il va y avoir une formidable évolution des métiers et une formidable valorisation des métiers. Quand je regarde aujourd'hui la relation professeur-élève ou médecin-patient, on n'est plus dans la relation dominante-dominée de celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas. L'accès à la connaissance fait que... Et ce qu'on attend du médecin, c'est une relation forte de confiance. Parce que la question de fond, c'est de dire j'ai eu un tas d'informations par rapport à mon problème, j'ai un tas de possibilités, mais moi, je n'ai pas techniquement la capacité de pouvoir choisir, et donc j'ai besoin d'un homme en qui j'ai une totale confiance pour pouvoir m'aider à choisir la bonne décision. Et l'on voit bien que ce qui faisait la force du milieu médical, par le savoir, c'était la dépendance totale d'un patient qui était aveuglément en confiance avec son médecin en disant « c'est vous qui savez, dites-moi ce que je dois faire ». Aujourd'hui, le rapport s'est un peu inversé, mais la relation va se doubler presque d'une affectivité. C'est-à-dire que j'ai tellement confiance en vous qu'il faut me dire s'il faut m'opérer de mon cancer ou pas, qu'il faut m'aider à prendre une décision d'arrêter les soins ou pas pour mon fils, etc., etc. Donc il va y avoir une relation nouvelle entre le corps médical qui va accompagner le patient à prendre une bonne décision et non pas à subir une décision. C'est-à-dire que le rapport entre l'autorité, celle qu'il exerce, et celui qui l'a subi, c'est pas d'imposer la décision, c'est de faire en sorte d'accompagner la personne pour qu'elle puisse participer à l'élaboration de la décision. Et je crois qu'il y a des liens beaucoup plus forts qui vont se mettre en place. Et c'est un élément important de la démocratie sanitaire pour deux raisons. Dans un monde qui devient scientifiquement de plus en plus compliqué, il y aura de plus en plus d'écart entre celles et ceux qui pourront comprendre cette complexité et celles et ceux qui ne la comprendront pas. Et quand je suis dans cette situation où je ne sais pas comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui peut m'arriver, je préfère à ce moment-là l'avis qui caresse dans le bon sens le préjugé plutôt que d'aller vers un débat scientifique qui peut peut-être pourtant m'apporter peut-être la réponse la plus pertinente. Et je vais céder aux rumeurs, aux émotions, d'être contre les antennes relais, tout en prenant 3 heures par jour mon téléphone portable, etc., etc. Et donc l'on voit bien que si le monde de la santé veut, sur un territoire donné, avoir une stabilisation, il va falloir être attentif au temps nécessaire à la construction de convictions plutôt que l'instabilité liée à la gestion des émotions. Nous ne pouvons plus rester dans une société de la performance qui est aujourd'hui en train de créer des traumatismes de santé que nous n'avons pas du tout maîtrisés par rapport au stress. Je crois que nous allons devoir passer de la société de la performance à la société de l'épanouissement, de la société de l'acquisition à la société du partage. Et donc l'on voit bien que l'offre de santé ne va plus consister uniquement à réparer des corps, ça va être aussi d'apaiser les corps par une gestion de l'esprit et de l'épanouissement. Et que cette notion de prévention, de faire en sorte qu'on ne puisse pas se défausser de ses responsabilités individuelles en disant c'est pas grave si je ne respecte pas forcément la diététique ou si je ne fais pas attention à ma santé, il y aura forcément toujours un système de santé de telle qualité qu'il réparera les choses. Et à la limite, on est même dans une situation d'une telle confiance dans notre système de santé qu'on respecte plus sa voiture et les kilomètres pour aller au garage que ses propres visites par rapport à son propre organisme. Mais en même temps, cette notion de bien-être
et d'équilibre entre un corps bien fait et une tête bien faite va devenir un élément extrêmement important pour que cette démocratie sanitaire puisse élargir le parcours de santé, pas uniquement dans le parcours curatif, et de faire considérer à nos gestionnaires que le temps curatif n'est pas uniquement le temps qui doit être rémunéré. Le temps d'une respiration démocratique nouvelle sur un territoire ne peut plus être « je décide, vous obéissez », c'est le temps nécessaire, pédagogie des enjeux. Qu'est-ce qui est aujourd'hui en cause? Le combat qui est mené sur l'arrêt du tabac a été possible parce qu'il y a eu des professionnels qui, pendant un certain nombre de temps, ont pris le temps nécessaire pour faire prendre conscience à nos concitoyens que fumer était dangereux pour la santé. Même chose pour le port de la santé. On voit bien qu'aujourd'hui, la diététique est un élément important, et c'est d'autant plus important que l'offre de santé élargisse son espace temporel et élargisse son espace spatial pour sortir de ces maisons de santé, pour sortir de l'hôpital, parce que la précarité crée de nouveaux problèmes en matière d'obésité, le stress crée de nouveaux problèmes en matière d'infarctus et d'AVC, et que nous voyons apparaître aujourd'hui, on sait parfaitement gérer la fatigue des corps, on ne sait pas du tout gérer la fatigue des esprits. Et que probablement l'aspect environnemental et global du patient devient aujourd'hui plus nécessaire que jamais. On ne soigne pas un patient. On soigne un fils, un mari, un salarié, quelqu'un qui, dans un environnement, peut parfaitement avoir une offre de santé positive dans le parcours et se retrouver complètement dézingué par un parcours professionnel qui le remet en piste. Et donc on voit bien que nous avons aujourd'hui à réfléchir aux moyens à donner pour que chacun soit acteur et responsable de son propre équilibre personnel. C'est quelque chose d'assez fabuleux. C'est-à-dire que on n'est plus dans la valorisation du chirurgien le plus brillant, etc., etc., etc. On est dans le conditionnement dans lequel on doit réfléchir pour faire en sorte que nos acteurs de la santé soient les plus épanouis possibles dans l'exercice de leur santé et que nos concitoyens soient les plus épanouis dans leur vie quotidienne, même si à un moment de leur vie, ils connaîtront un parcours avec un professionnel de santé. Et donc je trouve que cette approche de réfléchir à un épanouissement territorial et non pas à une réparation d'un dysfonctionnement est probablement un des objectifs sur lesquels on peut retrouver une espérance de vie et de faire en sorte qu'avec une croissance moins élevée, on peut être plus heureux. Est-ce que nous sommes représentatifs? Ce n'est pas évident, puisque aujourd'hui, le rapport entre le collectif et l'individu est en train de changer à toute vitesse. Et chacun veut non plus être contraint à adhérer, chacun veut choisir. Et donc, on voit bien que même quand on est représentatif, la légitimité du mandat ne garantit pas la légitimité dans la tête de toutes celles et ceux qui ont voté ou qui n'ont pas voté pour vous. Donc on n'a pas un mandat pour décider aveuglement, on a un mandat au contraire pour voir comment informer, inciter à la participation, à des débats. C'est une lecture nouvelle du pouvoir, parce que le pouvoir ne peut plus imposer. C'est une lecture nouvelle par rapport au temps et à l'exercice du pouvoir. On ne peut plus être dans le court terme, je décide, vous appliquez. S'il y a une préparation, la décision est toujours solitaire. L'élaboration de la décision devient de plus en plus collective. Et donc, il faut qu'on retrouve... Et ensuite, il y a un formalisme aussi. Le débat public, il ne peut pas être fait uniquement par des préfets avec des codes administratifs. Il y a quelque chose sur lequel il faut que nous réfléchissions pour faire en sorte, de façon très proximité, très locale, très collectivité territoriale, on puisse au contraire avoir le moyen de pouvoir permettre à chaque citoyen d'avoir accès à l'information, de pouvoir débattre et de pouvoir participer. On a un vrai débat, un vrai problème par contre, c'est la dépendance par rapport aux experts. Qui garantit l'indépendance de l'expert? Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, on ne croit plus à la parole publique, mais on est prêt à croire à n'importe quel expert sans vérifier si l'expert a une garantie scientifique d'honnêteté, d'indépendance, ou au contraire qu'il est prisonnier du lobbying. Et donc c'est quelque chose sur lequel il faut que nous réfléchissions à l'éthique du débat public, à la transparence qui garantit le fait que la personne est indépendante et objective, même si de plus en plus de débats ne pourront pas aboutir à une vérité unique. Les choses vont devenir tellement compliquées sur le plan éthique que forcément ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs thèses. Ne croyons pas changeons là aussi le regard. Nous ne pouvons pas continuer à être dans une république royale où le président a la vérité, le secrétaire général d'un parti politique ou d'un syndicat a la vérité. Non.
La question, c'est de savoir où se trouve la vérité parmi beaucoup de vérités. Et donc, les débats fait que l'on ne va pas s'accrocher à une seule vérité parce qu'il n'y en aura pas qu'une seule, mais de savoir, au nom de l'intérêt général, au nom des causes auxquelles j'évoquais tout à l'heure, quelle est celle qui s'approche le plus de cela. Et il est évident que la démocratie sanitaire a vocation à élaborer les principes et à rester aux principes. Je donne un seul principe sur un des débats qui va être le plus compliqué sur le plan sanitaire, c'est jusqu'où doit-on aller dans l'offre de soins pour accompagner quelqu'un en fin de vie. Si on en reste sur des critères d'affection, d'intérêt d'héritage, on voit bien la difficulté d'aboutir à une solution. Si on part d'un principe que ce qui est au cœur de la réflexion, c'est la dignité de la personne humaine, qui est un principe universel et qui dépasse tout autre principe, on voit bien qu'au nom de ce principe, on peut à ce moment-là peut-être élaborer, pas forcément la décision idéale, mais la décision la meilleure. Et il est évident que nous devons réfléchir aux instances qui doivent élaborer ces politiques ou qui doivent permettre éventuellement de pouvoir modifier ces politiques publiques. Nous n'échappons pas aujourd'hui à la réflexion de quelle offre devons-nous mettre en place pour faciliter la participation du débat public. Est-ce que ce sont des forums citoyens ? Est-ce que ce sont des organisations régionales ? En tout cas, c'est un débat qui est chez nous extrêmement important. Moi, j'ai fixé 3 objectifs au Conseil économique, social et environnemental. L'Assemblée du temps long, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ou 15 années qui viennent ? La maison du dialogue, le dialogue est nécessaire pour l'accompagnement du changement, et la maison des citoyens. Comment faire en sorte que les citoyens puissent participer au débat ou être spectateurs du débat ? C'est leur choix. Et l'on voit bien que nous avons mis ici en place la transparence en mettant en streaming nos assemblées plénières, de façon à ce qu'ensuite, et nous commençons à le voir, les citoyens puissent dire « nous avons entendu vos débats, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord ». Les débats doivent être transparents. C'est la culture. En France, on a trop souvent considéré que le pouvoir était opaque et qu'il ne fallait pas rendre compte. Eh bien non. Aujourd'hui, si on est responsable de ces décisions, pourquoi cacher l'élaboration de ces décisions ? Au contraire. Et je pense qu'effectivement, il va falloir que nous réfléchissions à la dimension de ces organes de représentation et à la difficulté de la légitimité de ces représentations. Parce que chacun se sent représentatif de l'intérêt général à condition de parler pour son intérêt personnel. Et l'on voit dans le monde environnemental ou dans le monde sanitaire une floraison d'associations parce qu'on est plutôt là dans une relation avec l'exercice du pouvoir. Et les Français préfèrent la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. Et donc peut-être faudrait-il créer des représentations sans titre de président, enfin j'en sais rien. En tout cas, sans valorisation des égaux, parce que l'on voit bien qu'il y a ça aussi qui est malheureusement quelquefois... Vous savez, il y a une formule qui est assez redoutable. On dit toujours ce que les hommes font du pouvoir, jamais assez ce que le pouvoir fait des hommes. Et donc je crois qu'il va falloir aussi mettre en place des instances en étant très lucide sur les limites du pouvoir conférées à ces instances, ou sur, au contraire, les frontières du pouvoir, jusqu'où peuvent-elles aller. Et là, c'est quelque chose que l'on peut élaborer ensemble, parce que si la représentation consiste à être un contre-pouvoir pour empêcher d'agir, on voit bien qu'au nom de l'intérêt particulier du court terme, on interdit toute évolution. Donc je crois qu'au contraire, il faut trouver, et je n'ai pas forcément la réponse, je crois que c'est plutôt dans la méthode. Vous savez, je crois qu'il faut reprendre cette phrase de Saint-Exupéry, il n'y a pas de solution, il n'y a que des forces à mettre en marche, et les solutions suivent. Et je crois que ce qui est important, au travers de la démocratie dans sa globalité, mais en même temps sanitaire, c'est à partir du moment où les citoyens ont parfaitement compris les enjeux, ont parfaitement intégré que le débat aboutit très naturellement, au bout d'une maturation, à une décision d'intérêt général, comme le port de la ceinture ou comme l'arrêt du tabac dans un espace public. Et bien très naturellement, ce qui fait la force de l'application de la décision, ce n'est pas la qualité d'un élu, c'est l'adhésion et l'accord de la population qui a dit « bah oui, ils ont raison, on va l'appliquer ». S'ils ne l'avaient pas voulu, majoritairement, l'élu, il avait beau pérorer, la décision n'aurait pas été appliquée. Donc je crois que c'est quelque chose de tout à fait important, cette capacité de mobiliser des forces citoyennes à condition de les canaliser dans l'intérêt général. Écoutez, c'est parfait. C'est vraiment... Enfin, moi, je bois du petit lait. Quand je vous entends, il y a de quoi faire un livre. Eh bien, écoutez, allez-y.
Oui, je ne veux pas abuser du temps, mais la démocratie sanitaire, donc la confrontation d'analyses différentes au service d'un intérêt général, va devoir relever un certain nombre de défis tout à fait nouveaux. Un des défis les plus compliqués de la société du XXIe siècle, c'est comment faire vivre ensemble des gens de plus en plus hétérogènes. Et dans les parcours de santé, on ne construit pas un parcours pour un musulman de la façon identique pour un juif, pour un chrétien et pour quelqu'un rome. Et il peut y avoir une confrontation. Et l'on voit bien que cette diversité qui doit se réunir dans une unité de soins fait que cette confrontation de la démocratie sanitaire, c'est probablement le seul moyen d'essayer d'accompagner les changements. Et donc c'est la raison pour laquelle je crois que les défis éthiques vont trouver leur réponse dans les parlements sanitaires. J'aime bien ce terme de parlement sanitaire. Mais les problèmes culturels vont aussi connaître leur... et en même temps, faire en sorte que nous aidions à répondre à cette question pour les acteurs du système. Est-ce que c'est à la société à s'adapter au système ou au système à s'adapter à la société? Et très souvent, quand je vois un acteur sanctionné parce qu'il y a un décès, etc., et que la réaction du système est de dire on vous demande de bien vouloir prendre un peu de recul pendant 3 ou 4 mois, je suis extrêmement malheureux parce que c'est un aveu de faiblesse du système, c'est une condamnation injuste du praticien, alors qu'il devrait y avoir, au travers de ce parlement sanitaire, peut-être aussi le moyen, peut-être non pas d'un tribunal sanitaire, mais de quelque chose qui permettrait éventuellement de faire en sorte de répondre à ce qui aujourd'hui est un défaut de la démocratie. La loi est faite pour protéger le faible. C'est la conquête de la Révolution française. Aujourd'hui, la complexité des termes, l'argent nécessaire, les relations nécessaires, fait qu'en réalité, les processus légaux favorisent plus le fort que le faible. Et combien de fois je voyais des patients aller dans des commissions de conciliation sans avocat alors qu'ils avaient la faculté d'y aller. Et donc nous devrions être attentifs à ce que dans ces parlements sanitaires, nous puissions à chaque fois avoir comme autre principe, c'est que la démocratie, c'est l'équité, c'est l'égalité. Et comment faire en sorte que dans les rapports entre le fort et le faible, celui qui sait, celui qui ne sait pas, celui qui a le temps, celui qui ne l'a pas, on puisse rééquilibrer l'égalité des chances. Et à partir de ce moment-là, nous aurions une stabilisation, une adhésion et une communauté de destin qui permettra à chacun d'apporter par sa diversité le talent à la réussite collective.